On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire absolument incroyable, celle de la dynastie des Capétiens. C'est l'histoire d'une famille qui, en à peine 3 siècles, a réussi à transformer une simple couronne, un simple titre, en un royaume puissant. Alors la question, elle est simple, mais en même temps, elle est immense. Comment est-ce qu'on bâtit un royaume en partant de quasiment rien? Comment une dynastie a-t-elle pu forger ce qui allait devenir l'une des plus grandes nations d'Europe? Eh bien les réponses, elles se trouvent dans une stratégie, à la fois patiente et souvent assez impitoyable. Alors, tout commence en 987. Un certain Hugues Capet est élu roi. Regardons bien cette carte. Le titre roi de France, ça sonne bien, c'est prestigieux. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Le pouvoir réel du roi, son domaine, c'est la toute petite zone en bleu qu'on voit là. Ça se limite à une petite région autour de Paris, d'Orléans. Pour qu'on se fasse une idée, le duc de Normandie, qui est en théorie son vassal, eh bien, il a une armée bien plus grande que la sienne. Ok, alors entrons dans le vif du sujet, parce que les débuts, il faut bien comprendre, sont hyper fragiles. Avoir la couronne sur la tête, ça ne veut absolument pas dire qu'on dirige le royaume. Essayons d'imaginer la situation. On est roi, mais ses propres sujets, ses vassaux, sont en fait plus puissants. C'est ça le grand paradoxe de l'époque. Le duc d'Aquitaine, le comte de Flandre, ce sont des chefs de guerre bien plus riches, bien plus puissants que le type qui porte la couronne. Pour vous dire, le roi Philippe Ier s'est même fait battre sur un champ de bataille par son propre vassal, Guillaume le Conquérant. C'est dire. Du coup, face à cette faiblesse évidente, le premier objectif des Capétiens, ce n'est pas du tout la conquête, c'est la survie, purement et simplement. Pendant plus d'1 siècle, ils vont avoir une seule obsession. Comment on fait pour garder le trône dans la famille? Et pour y arriver, ils vont avoir une idée de génie. Un vrai coup de maître politique. Faut savoir qu'à l'origine, le royaume c'est une monarchie élective, c'est-à-dire que les grands seigneurs choisissent le roi. Alors pour imposer l'idée que le trône se transmet de père en fils, les premiers Capétiens vont utiliser une astuce qui va tout changer. Le sacre par anticipation. Et ce qui est fou, c'est de voir la discipline avec laquelle ils ont appliqué ces stratégies. De 997 à 1131, chaque roi, systématiquement, s'assure que son fils est couronné de son vivant. Comme ça, pas de débat, la succession est incontestable. Et petit à petit, l'élection devient une simple formalité. La monarchie est devenue héréditaire. Premier pari, gagné. Mais voilà, alors que la dynastie commence à peine à se solidifier de l'intérieur, une nouvelle tempête se prépare. Et elle vient de l'extérieur. Une menace redoutable, les Plantagenets, les rois d'Angleterre. Et au centre de cette nouvelle rivalité, il y a une figure absolument fascinante. Une femme qui, juste par ses choix personnels, va littéralement redessiner la carte du pouvoir en Europe. C'est l'histoire d'une reine qui, avec 2 mariages, va plonger 2 royaumes dans un conflit qui va durer des siècles. Alors, accrochez-vous parce que le déroulement des événements est digne d'un scénario de film. D'abord, Louis VII, le roi de France, épouse Aliénor. Et avec elle, il récupère son immense duché, l'Aquitaine. C'est un coup de génie stratégique. Sauf que le mariage tourne mal, vraiment mal. Ils se séparent en 1552. Et là, coup de théâtre. À peine 2 mois plus tard, Aliénor se remarie avec qui? Le plus grand rival de Louis, un certain Henri Plantagenet. Et pour couronner le tout, 2 ans plus tard, ce même Henri devient roi d'Angleterre. Le résultat, on le voit bien sur cette carte, c'est une catastrophe. Une catastrophe pure et simple pour la couronne de France. Du jour au lendemain, le roi d'Angleterre est devenu le plus grand seigneur de France. Il contrôle un territoire immense qui va de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Le roi de France est à nouveau essensé, plus faible que jamais, dans son propre royaume. Bon, là on pourrait se dire que la situation est désespérée, c'est foutu. Mais c'est justement là, au fond du trou, que la dynastie capétienne va montrer de quoi elle est vraiment capable. C'est le début de la reconquête, le moment où ils vont vraiment commencer à construire la France. Et ce tournant, ce grand retournement de situation, il a un nom. Philippe Auguste. Un roi calculateur, patient et surtout absolument déterminé à restaurer le pouvoir du roi. Et sa stratégie, elle est redoutable. D'abord, il joue la carte de la division. Il monte les fils du roi d'Angleterre les uns contre les autres et il entretient une sorte de guerre civile permanente chez son rival. Malin. Et puis, quand le roi Jean sans Terre, un roi beaucoup plus faible, monte sur le trône d'Angleterre, là, Philippe passe à l'offensive. Et c'est un coup de maître. En 1204, il lui confisque la Normandie. Rien que ça, le cœur historique du pouvoir des Plantagenets en France. 12014, voilà. Une date à retenir. Parce qu'après des décennies de préparation, de petites guerres, de manœuvres politiques, tout va se jouer en une seule journée. C'est l'année de la confrontation finale. On est le 27 juillet 1214, à Bouvines. Et ce jour-là, c'est ni plus ni moins que le destin de la France qui est en jeu.
Philippe Auguste est en infériorité numérique, il fait face à une coalition monstrueuse, avec le roi d'Angleterre, l'empereur germanique, tout le monde est contre lui. Et pourtant, contre toute attente, il remporte une victoire, écrasante. C'est un triomphe qui ne fait pas que sauver son trône, c'est un triomphe qui, d'une certaine manière, fonde une nation. Et le résultat de cette victoire? Eh bien, il suffit de regarder la différence. À gauche, on a la situation catastrophique de 1170. Et à droite, le domaine royal, un siècle plus tard. Il a plus que quadruplé. On peut dire que la patience et la détermination de Capétien, ça finit par payer. Bon, la conquête militaire, c'est une chose. Mais transformer cette victoire en un pouvoir politique qui dure, c'est une autre paire de manches. Et ça va être l'œuvre du petit-fils de Philippe Auguste, Louis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis. Alors Saint Louis, lui, il va cimenter tout ça. Il va consolider les gains de son grand-père. D'abord par la force, il écrase une dernière révolte soutenue par les Anglais en 1242. Et puis surtout par la loi. En 1259, il signe le traité de Paris. Et ce traité, c'est une humiliation pour son rival. Le roi d'Angleterre est obligé d'accepter ses pertes, mais en plus, il doit prêter hommage au roi de France. Le monde est remis à l'endroit. Le vassal redevient enfin un vassal. C'est la victoire finale. Quand on y pense, partir de presque rien pour fonder une nation, le parcours des Capétiens, c'est une leçon incroyable de stratégie à long terme. Commencer tout petit, survivre, attendre le beau moment, et l'infrapper avec une détermination totale pour construire quelque chose qui va durer des siècles. Et ça nous laisse avec une question pour finir. Qu'est-ce que cette épopée de 300 ans nous apprend sur la patience et sur la vision qu'il faut avoir pour bâtir un héritage qui traverse le temps ?